En septembre 1982, United Airlines effectuait le premier vol commercial d'un tout nouvel avion gros porteur de Boeing reliant Chicago à Denver. Cet appareil était le Boeing 767, un biréacteur pouvant accueillir environ 200 passagers selon la configuration dans un fuselage de seulement 198 pouces de large. L'avion était, selon les critères de son époque, un compromis. Trop petit pour concurrencer le 747 sur les lignes à forte densité. Trop grand pour remplacer les monocouloirs sur les liaisons intérieures. Les ingénieurs l'appelaient l'enfant du milieu, car il se trouvait mal placé entre les prestigieux fleurons de Boeing et ses rentables bêtes de somme. Personne ne s'attendait à ce qu'il dure. Le 747 était l'icône. Le 737 était la vache à lait. Le 767 devait combler un vide temporaire dans les flottes des compagnies aériennes jusqu'à ce que quelque chose de mieux arrive. Durant plus de 4 décennies, ce quelque chose de mieux n'est jamais vraiment venu. En 2026, Boeing continue de construire le 767 dans son usine d'Everett, dans l'État de Washington. Pas pour les compagnies aériennes, pas pour les passagers. La dernière variante passager est sortie des chaînes d'assemblage en 2017. Aujourd'hui, le 767 existe uniquement en tant qu'avion cargo spécialement conçu pour FedEx et UPS et en tant que ravitailleur militaire aérien désigné KC-46 Pegasus au service de l'US Air Force. Boeing a livré plus de 1300 de ces appareils à 74 clients dans le monde. La production de la variante cargo commerciale doit prendre fin en 2027. Mais la chaîne du ravitailleur militaire poursuivra sa production jusqu'au milieu des années 2030 et les cellules déjà en service pourraient voler jusque dans les années 2090. Le 767 est objectivement obsolète. Ses moteurs consomment plus de carburant que les alternatives modernes. Sa cellule est antérieure de plusieurs décennies à la construction en matériaux composites. Les réglementations internationales sur les émissions interdiront de facto au 767 de construction neuve d'opérer en dehors des États-Unis après 2028, même si Boeing avait obtenu une dérogation. Pourtant, FedEx en exploite 150, UPS 102, Delta et United continuent de faire voler des versions passagers à travers l'Atlantique. Alors, comment un avion datant de 1982, qui ne satisfera pas les normes d'émissions modernes lorsqu'elles entreront en vigueur et qui consomme plus de carburant que les gros porteurs contemporains, peut-il demeurer à ce point irremplaçable au point que l'ensemble du réseau logistique mondial en dépende ? Pour comprendre pourquoi le 767 refuse de mourir, il faut comprendre le problème spécifique qu'il a été conçu pour résoudre et pourquoi ce problème n'a jamais disparu. Vers la fin des années 1970, Boeing a identifié une lacune sur le marché de l'aviation commerciale. Les compagnies aériennes avaient besoin d'un appareil qui était capable de transporter 200 à 250 passagers sur des distances moyennes à longues de 3000 à 5000 milles nautiques. Le 747 était magnifique, mais d'un coût d'exploitation absurdement élevé sur les lignes à faible trafic. Les monocouloirs, comme le 727, manquaient d'autonomie. Le DC-10 et le L1011 nécessitaient 3 moteurs, ce qui augmentait les coûts de carburant et la complexité de la maintenance. La réponse de Boeing fut donc de développer 2 appareils simultanément. Le monocouloir 757 pour les lignes intérieures à forte demande aux États-Unis et le gros porteur 767 pour tout ce qui se trouvait entre les deux. Le 767 a été lancé le 14 juillet 1978. Avec une commande initiale de 30 appareils de la part de United Airlines. Mais la contribution la plus transformatrice de cet avion ne vient pas de sa cabine passager, mais d'une révolution réglementaire qu'il a contribué à créer. Avant 1985, les avions bimoteurs ne pouvaient pas voler à plus de 90 minutes d'un aéroport de déroutement approprié. Cela leur interdisait de fait la traversée des océans. Les trimoteurs et quadriréacteurs monopolisaient les vols transatlantiques. Puis le 767 a prouvé quelque chose de radical. Ces moteurs, plus précisément le GECF6 et le Pratt & Whitney JT9D, ont démontré une fiabilité si extraordinaire que la FAA a progressivement prolongé la limite de déroutement. D'abord à 120 minutes en 1985, puis à 180 minutes en 1989. Le 1er février 1985, TWA a effectué la première traversée transatlantique certifiée ETOPS à bord d'un 767 reliant Boston à Paris.
En l'an 2000, le 767, c'était l'appareil dominant sur de nombreuses lignes transatlantiques. L'avion n'a pas juste comblé une lacune. Il a détruit la justification économique des trimoteurs et quadriréacteurs gros porteurs sur les lignes internationales moyen courrier. Il a fait des vols océaniques en bimoteur la norme mondiale. Les compagnies aériennes ont ainsi adapté l'ensemble de leur stratégie de flotte autour de la combinaison unique du 767. L'autonomie, la capacité passager et l'économie d'exploitation. Le fuselage du 767 mesure 198 pouces de large. Cette simple mesure explique à elle seule presque tout ce qui fait que l'appareil est irremplaçable. Dans une configuration passager, 198 pouces permettent une disposition 2-3-2 en classe économique, 7 sièges de front. Cela signifie qu'un passager sur 7 seulement occupe un siège du milieu. Comparez cela à la configuration 3-3-3 du 787 ou à la tristement célèbre 3-4-3 du 777. Les passagers adoraient le 767. Mais la section transversale de 198 pouces compte encore davantage sous la cabine passager et à l'intérieur de la variante cargo. Le fuselage du 767 a été conçu pour accueillir des conteneurs ULD de type LD2 dans sa soute inférieure. Ces conteneurs en aluminium standardisé constituent l'épine dorsale de la logistique du fret aérien. Le 767-300F, variante cargo spécifiquement conçue et lancée en janvier 1993 à la suite d'une commande d'UPS, peut transporter 24 palettes standards sur le pont principal, mesurant 88 par 125 pouces, ainsi que des conteneurs LD 2 ou LD 3 supplémentaires dans les soutes inférieures. Le volume total de fret atteint 438 mètres cubes. Voici le détail crucial. La section transversale de la soute du 767 accueille les configurations ULD avec quasiment aucun espace perdu. Les conteneurs s'emboîtent contre les parois du fuselage avec une efficacité géométrique remarquable. Ce n'est pas un hasard. Boeing a conçu le diamètre du 767 spécifiquement autour de ses dimensions standards de conteneurs. La 330, en comparaison, possède un fuselage plus large, de 222 pouces. Cela ressemble à un avantage, jusqu'à ce qu'on réalise que cette largeur supplémentaire ne se traduit pas par des positions ULD additionnelles. Elle se traduit par un volume gaspillé le long des parois du fuselage, là où les conteneurs ne peuvent pas remplir l'espace efficacement. Le 787 Dreamliner présente un problème entièrement différent. Son fuselage est construit en matériaux composites à base de fibres de carbone. Découper une immense porte-cargo de pont principal dans un cylindre composite représente un défi d'ingénierie non éprouvé d'une complexité considérable par rapport à la découpe dans la structure semi-monocoque traditionnelle en aluminium du 767. Boeing a exploré un concept de 787 Factory Freighter, mais les défis techniques restent redoutables et le calendrier ne cesse d'être repoussé. Airbus, cependant, développe un cargo spécifiquement conçu à partir d'un appareil dont le fuselage est principalement composé de matériaux composites, l'A350F. Ce modèle devrait faire ses débuts commerciaux durant l'année 2027. Le 767 se trouve dans une catégorie à lui seul, et aucun constructeur n'a conçu quoi que ce soit pour occuper cette catégorie après lui. Le terme « avion zombie » désigne une cellule qui perdure non pas parce qu'elle est optimale ou moderne, mais parce que le créneau qu'elle occupe n'a aucune alternative. Le 767 en est l'exemple par excellence. Lorsque Boeing a lancé le 767-300F en 1993, le marché du fret express représentait une fraction de sa taille actuelle. UPS a pris livraison du premier exemplaire au mois d'octobre 1995. FedEx a suivi. Début 2026, Boeing avait livré 271 367-300 freighters construits en usine. Mais les cargos construits en usine ne représentent qu'une partie de l'histoire. Le moteur économique de loin le plus important, c'est la conversion passager-cargo. Des entreprises ont converti des centaines de 767-300ER passagers retirés du service en cargo. La conversion coûte environ plusieurs dizaines de millions de dollars, mais reste tout de même moins onéreuse que la conversion d'un A330 CEO. Lorsqu'on tient compte du coût d'acquisition d'un 767 passagers d'occasion, un opérateur peut mettre en service un cargo gros porteur pour bien moins cher que l'achat d'un 767F sorti d'usine. Le prix d'un 767-300F neuf, c'est environ 200 millions au prix catalogue.
Le 777F9, ça dépasse les 300 millions. Pour les transporteurs logistiques intégrés comme FedEx et UPS, la logique économique est écrasante. Ces opérateurs n'exploitent pas leurs cargos comme les compagnies passagers exploitent leurs avions. Les avions cargo volent principalement la nuit sur des liaisons hub à hub calibrées autour des garanties de livraison du lendemain. Ils accumulent moins de cycles par jour que les avions passagers. Les moteurs CF6, plus anciens et moins économes en carburant, ne pénalisent pas aussi lourdement les opérateurs dans ce schéma d'exploitation, parce que les vols sont plus courts et les taux d'utilisation plus faibles. La communalité de flotte amplifie l'avantage. Lorsque FedEx exploite 150 Boeing 767 et UPS 102, chaque 767 supplémentaire réduit les coûts de formation unitaires, les coûts de maintenance, l'inventaire des pièces détachées et les besoins en simulateur. Les pilotes certifiés sur le 767 peuvent également piloter le 757 grâce à une qualification de type commune. L'ensemble de l'écosystème opérationnel gravite autour de cette unique cellule. C'est pourquoi UPS a continué de commander de nouveaux 767, alors même que l'appareil approchait de sa 5e décennie de production. L'alternative n'est pas un meilleur avion. L'alternative est l'absence totale d'avion. L'importance de la survie du 767 ne tient pas vraiment à FedEx ou UPS, ni à l'efficacité du fret. Elle tient à ce qu'un seul contrat militaire a fait à l'ensemble de la division défense de Boeing et à la raison pour laquelle l'entreprise ne peut pas s'en détourner malgré des pertes dépassant 8 milliards de dollars. En février 2011, l'US Air Force a retenu une version modifiée du 767-200ER, désigné 767-2C, comme base de l'avion ravitailleur KC-46A Pegasus. Le KC-46 était destiné à remplacer l'ancien KC-135 Stratotanker, dont environ 376 exemplaires restent en service, certains datant de la fin des années 1950. Pour remporter le contrat face à une offre concurrente fondée sur l'Airbus A330, Boeing a fixé le prix du KC-46 dans le cadre d'un contrat de développement à prix fixe. Cela signifiait que Boeing, et non le Pentagone, assumait tout dépassement de coûts. La décision s'est révélée catastrophique. Le Remote Vision System, le système de caméra utilisé par les opérateurs de perche pour guider les transferts de carburant vers les avions en formation, souffrait de distorsions et de défaillances d'éclairage sous certains angles solaires. Boeing a repensé l'ensemble du système à ses propres frais. En mars 2024, les livraisons ont été suspendues en raison de fils de freinage d'écrou de cardan rompus sur les perches de ravitaillement. Début 2025, Boeing a arrêté toutes les livraisons après avoir découvert des fissures structurelles dans des cellules neuves sortant de la ligne d'Everett. Rien qu'au 4e trimestre 2025, Boeing a enregistré une charge de 565 millions de dollars liée au programme KC-46. Le PDG Kelly Ortberg l'a décrit sans détour lors d'une conférence sur les résultats. Ce contrat est mauvais depuis une décennie. Le directeur financier Jay Malave a attribué les pertes à la hausse des coûts de la chaîne d'approvisionnement, aux reprises en usine et à l'inefficacité inhérente à la production de la cellule sous-jacente 767 à de faibles cadences. Boeing conserve actuellement 77 commandes de KC-46, dont 67 pour l'US Air Force, 4 pour Israël et 6 unités pour un client non identifié. Boeing en a livré 112 au mois de mars 2026. Boeing ne peut pas annuler le KC-46. La flotte de ravitailleurs de l'US Air Force est une pierre angulaire de la projection de puissance mondiale américaine. S'en retirer reviendrait à céder entièrement le marché des ravitailleurs à Airbus, dont l'A330 MRTT a déjà remporté 85 commandes auprès de nations alliées, avec 66 exemplaires livrés. La ligne de production d'Everett doit continuer de tourner. Et comme le KC-46 partage la cellule du 767, l'outillage, la main-d'œuvre et les réseaux de fournisseurs qui soutiennent le cargo commercial, 767-300F soutiennent simultanément le ravitailleur militaire. Les deux programmes sont économiquement indissociables. Lorsque 33 000 machinistes de Boeing du district 751 de l'IAM se sont mis en grève pendant 53 jours en 2024, la production du cargo et celle du ravitailleur se sont arrêtées simultanément. FedEx, UPS et l'US Air Force ont tous attendu.
La menace la plus pressante pour le 767 n'est pas un concurrent, c'est le calendrier. En 2017, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté des normes strictes en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de bruit, conçues pour pousser les constructeurs vers des technologies plus propres. La FAA a adopté ces règles en 2022. Vu que le 767 possède une aérodynamique des années 1970 et des moteurs d'ancienne génération, il ne peut fondamentalement pas s'y conformer. La réglementation interdit la production d'appareils non conformes après le 1er janvier 2028. Pour les opérations internationales, cette échéance est absolue. Tout 767-300F construit après le 31 décembre 2027 ne pourra légalement être exploité en dehors des États-Unis. Mais sur le plan intérieur, un autre calendrier s'applique. En mai 2024, le Congrès américain a adopté le FAA Reauthorization Act, qui contenait une dérogation législative largement défendue par Boeing, FedEx et UPS. Cette disposition accordait une exemption de 5 ans aux normes d'émission pour les avions cargo conçus spécifiquement dont la masse maximale au décollage se situe entre 180 000 et 240 000 kg. Le 767-300F, avec une masse maximale au décollage de 186 880 kg, correspond parfaitement à cette description. L'exemption prolonge l'éligibilité à la production nationale jusqu'au 1er janvier 2033. Cependant, Boeing a confirmé que le dernier 767-300F commercial sortira tout de même de la chaîne d'Everett en 2027. Les restrictions internationales rendent la poursuite de la production économiquement non viable pour les transporteurs de fret opérant à l'échelle mondiale. Après 2027, la ligne du 767 sera exclusivement consacrée à la production du ravitailleur KC-46 qui est exempté des normes d'émission commerciales au titre des dispositions militaires. Cela signifie que la flotte de cargo 767 devient un actif fini et en dépréciation. Aucun nouveau ne sera construit. Les 767 passagers retirés du service, qui servaient de matière première aux conversions, se raréfient à mesure que les appareils vieillissent. Chaque cargo 767 en service gagne progressivement en valeur à mesure que la population diminue. FedEx et UPS sont confrontés à une crise au ralenti. Leurs flottes de 767 continueront d'être exploitées pendant 15 à 20 ans encore, mais aucun remplaçant équivalent ne se profile. Le concept de cargo 787 n'est qu'une théorie. L'A350F est trop grand pour les lignes express moyen courrier. Le 777-8F vise le segment lourd long courrier, et non le marché intérieur moyen courrier où le 767 domine. Le milieu du marché devient un vide. Richard Aboulafia, l'éminent analyste aéronautique d'Aerodynamic Advisory, critique depuis des années l'incapacité de Boeing à développer un New Midsize Airplane, souvent appelé 797, pour remplacer simultanément les 757 et 767. En 2022, il a résumé la frustration du secteur avec une précision dévastatrice. La possibilité de nouvelles technologies de rupture a fourni à Boeing un prétexte commode pour ne rien faire. Pendant ce temps, le segment intermédiaire est le plus dynamique que l'industrie ait connu depuis des décennies. Et il appartient désormais à Airbus. L'A321neo a entièrement phagocyté le territoire du 757. Mais pour le rôle cargo du 767, même Airbus n'a pas de réponse. L'A330 vise un segment différent. La niche du fret de milieu de marché reste inoccupée. Les équipes internes de développement de produits de Boeing travailleraient sur le 787 Factory Freighter, mais les délais de livraison, s'ils sont confirmés, pourraient s'étendre jusqu'au milieu des années 2030. Même s'ils voient le jour, des opérateurs comme FedEx et UPS devraient faire face à d'énormes coûts de transition en matière de formation, d'infrastructures de maintenance et de logistique de flotte. La gravité économique de la communalité de flotte signifie que s'éloigner du 767, c'est presque aussi coûteux que de continuer à l'exploiter. Delta et United exploitent encore des 767 passagers à travers l'Atlantique. Non pas par choix, mais parce que les carnets de commandes en retard et les contraintes de planification de flotte ne leur laissent aucune alternative. Les pilotes saluent la fiabilité de l'appareil et son cockpit remarquablement spacieux par rapport au 757.
Les passagers apprécient la configuration 2-3-2. Le 767 perdure non par excellence, mais par l'absence de tout autre appareil capable de faire exactement ce qu'il fait. Selon tous les critères modernes, le Boeing 767 est une relique. Son fuselage en aluminium ajoute du poids. Ses moteurs consomment plus de carburant par siège 1000 que toute alternative de génération actuelle. La conception de son cockpit est antérieure aux écrans numériques. Pourtant, l'économie mondiale en dépend. Le 767 ne représente pas le meilleur de l'ingénierie de Boeing. Il représente quelque chose de plus gênant. Il représente une défaillance du marché. Boeing n'a jamais construit le remplaçant. Airbus n'a jamais construit l'alternative. Le cadre réglementaire pousse un avion hors production avant qu'aucun constructeur n'ait créé un successeur qui égale sa combinaison unique de sections transversales de fuselage, de compacité d'envergure, de géométrie de soute et d'économie de conversion. La ligne de production d'Everett ne produira plus que des ravitailleurs après 2027. La flotte de cargo existante volera encore 2 décennies. Le programme KC-46 pourrait maintenir la cellule du 767 en production jusqu'au milieu des années 2030, et si ces ravitailleurs servent aussi longtemps que les KC-135 qu'ils remplacent, le 767 pourrait rester en service militaire actif jusque dans les années 2090. La question n'est pas de savoir si le Boeing 767 finira par disparaître. Tout disparaît. Il s'agit de savoir si l'industrie construira effectivement son remplaçant avant que le dernier ne tombe en morceaux.